Un lingot d'or pur, né des rebaux de la terre rouge du Burkina Faso. Est-ce une menace pour les marchés mondiaux ou la lumière d'un nouveau départ africain? Regardez attentivement cette image. Un mineur burkinabé lève fièrement un lingot forgé, non pas dans une usine étrangère, mais ici, chez lui. Ce geste n'est pas qu'une fierté, c'est un défi lancé à l'ordre établi et à l'histoire. Autrefois, ce métal dormait oublié dans des résidus classés comme déchets par tous, sauf par ceux qui ont osé rêver différemment. Sans un seul franc du Fonds monétaire international, sans prêt venu de Paris ou de Washington, le Burkina Faso a transformé l'indésirable en or. Ce miracle n'est pas tombé du ciel. Il est né de la volonté d'un peuple à reprendre la main sur sa richesse et son avenir. Ce lingot, plus qu'un simple bout de métal, incarne une renaissance. Derrière lui, une révolution silencieuse s'opère, la souveraineté sur les ressources africaines. Cet acte a de quoi faire trembler les puissances qui, hier encore, fixaient les règles et ramassaient fois les profits. Car désormais, c'est ici que l'on décide du prix, du sens et de la valeur. Ce n'est pas qu'une affaire de minerais. C'est une question de dignité, de pouvoir, d'imaginaire collectif. Qui décide de la valeur d'une ressource? Qui détient le droit de transformer un déchet en richesse, une terre blessée en promesse d'avenir? L'Afrique, à commencer par le Burkina Faso, montre qu'elle peut non seulement produire, mais aussi maîtriser la transformation, l'innovation et la distribution. Pour le reste du monde, ce lingot est une menace. Pour l'Afrique, il est une chance, car derrière l'or, il y a l'enjeu de la liberté ou de l'asservissement. Refuser de contrôler ses ressources, c'est rester prisonnier d'un passé imposé. Oser transformer ce qui semblait perdu, c'est ouvrir un nouveau chapitre d'indépendance. Mais comment, dans ce pays enclavé, longtemps jugé insignifiant, a-t-on pu enclencher un tel basculement mondial? Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut revenir aux origines du projet et aux obstacles surmontés. Car rien n'était écrit d'avance et chaque lingot raconte une lutte contre la résignation. À chaque pépite d'or qui quitte le sol burkinabé, une question brûle. À qui profite la lumière de cette richesse? Longtemps catalogué parmi les nations les plus démunies, le Burkina Faso s'est hissé, presque en silence, parmi les 5 premiers producteurs d'or du continent africain. En 2022, ses exportations d'or brut ont franchi la barre des 6 milliards de dollars. Un chiffre impressionnant, mais porteur d'un malaise tenace. Derrière l'éclat, l'ombre demeure. Près de 80% de l'or extrait s'envole hors d'Afrique, sans jamais y être transformé. Une fois raffiné à l'étranger, ce même or s'arrache jusqu'à 5 fois sa valeur initiale, engendrant ailleurs des fortunes qui échappent aux Burkinabés. Chaque année, presque 5 milliards de dollars s'évaporent dans des circuits invisibles. Ces sommes glissent entre les doigts des villages, échappent aux mains des familles, laissent les ambitions des enfants s'éteindre dans la poussière. L'or censé éclairer la nation abandonne derrière lui des communautés entières dans la pénombre, privées de routes, d'écoles, d'hôpitaux. 2 économies coexistent, comme 2 mondes qui s'ignorent. D'un côté, l'économie officielle, dominée par les multinationales, régie par des contrats internationaux, des exonérations fiscales et un contrôle étranger. De l'autre, l'économie informelle, synonyme d'exploitation, de misère, d'absence totale de filet social. C'est ici que la malédiction des ressources se mue en malédiction du contrôle, selon le président Traoré. Ce n'est pas la pauvreté du sous-sol qui enchaîne le pays, mais la façon dont ces richesses sont administrées, captées par d'autres, loin des regards burkinabés. Laisser filer l'or, c'est laisser filer des milliards. C'est condamner une génération entière à la dépendance, à regarder son avenir se dissoudre dans les clauses opaques de contrats et d'exportation sans retour. Pourtant, sous cette surface inégale, quelque chose gronde. Une résistance inattendue s'éveille, là où la politique et l'innovation scientifique s'entremêlent pour défier l'ordre établi. Mais de quoi est en fait cette résistance et comment pourrait-elle bouleverser des décennies d'impuissance? Tout commence avec un pari audacieux sur les déchets miniers et la volonté de reconquérir ce qui semblait perdu. Et si la véritable révolution minière ne se jouait plus sous la terre, mais dans les laboratoires, les ateliers et les esprits? Au Burkina Faso, le cœur de la bataille n'est plus seulement une question de filon, mais une lutte pour reprendre la main sur toute la chaîne de valeur de l'or, de la poussière aux lingots raffinés sur place. Rompre le cycle de dépendance exigeait une idée radicale, transformer les déchets miniers en ressources. Le pays a donc lancé un ambitieux programme national de recyclage de l'or. Au lieu de laisser les résidus polluer les sols, ils sont désormais traités selon des méthodes écologiques conçues localement. Ce pari est triple, écologique, car les terres retrouvent leur vitalité.
Économique, car chaque gramme extrait renforce la richesse nationale. Et politique, car la dépendance envers les acteurs étrangers recule à chaque étape maîtrisée. Pour comprendre concrètement ce que cela signifie, imaginez la mine de Zorgo, longtemps considérée comme épuisée. Des montagnes de résidus toxiques s'y entassaient, menaçant la rivière voisine. Grâce à une équipe d'ingénieurs et de chimistes locaux, un procédé de lixiviation biologique a été mis en place. Des bactéries sélectionnées extraient leur sans mercure ni cyanure. En moins de 3 ans, la mine a non seulement produit l'équivalent de 6 tonnes d'or additionnel, mais a aussi permis la reforestation du site et la dépollution des eaux. Grâce à l'ingéniosité burkinabé, l'or récupéré atteint parfois une pureté supérieure aux standards internationaux. Mais l'enjeu dépasse le métal lui-même. C'est toute une dynamique technologique qui se met en marche. Universités, centres de recherche, artisans et ingénieurs conjuguent leurs efforts, faisant émerger une nouvelle génération de compétences africaines capables d'innover et de transmettre. Prenons un exemple inspirant. L'université Ouaga IPR, Joseph Kizerbo, a lancé en 2020 une filière de master en génie extractif durable. Les étudiants y développent des procédés adaptés au climat local, comme la récupération de l'eau de pluie pour le lavage des minerais ou l'utilisation de fours solaires pour la fusion de l'or. Ces innovations, testées à petite échelle, sont déjà reprises dans plusieurs coopératives artisanales. Pour piloter cette mutation, l'État a fondé la SONAP, l'agence nationale chargée de superviser chaque étape, du tri des déchets à l'exportation du métal purifié. Mais la SONAP, ce n'est pas qu'une administration, c'est une école de souveraineté. Des milliers d'ingénieurs, techniciens, chimistes, ainsi que des femmes longtemps écartées du secteur minier, y sont recrutés et formés. L'économie informelle, autrefois synonyme d'ombre et d'incertitude, commence à s'organiser, à gagner en transparence et en stabilité. Un exemple concret, dans la région de Yaoundé, plus de 400 femmes, issues d'associations locales, ont été formées à l'analyse chimique et à la gestion de micro-raffineries. Elles pilotent désormais des unités mobiles de purification, qui se déplacent de village en village, achetant les résidus à prix juste et redistribuant les bénéfices dans les écoles et dispensaires communautaires. Pour la première fois, la richesse minière irrigue directement la vie locale. Les résultats d'y sont spectaculaires. En quelques années seulement, le coût de production de l'or raffiné a chuté, les recettes publiques ont grimpé en flèche et des familles entières, autrefois marginalisées, accèdent enfin à l'économie officielle. Femmes et artisans, longtemps exclus des circuits dominants, deviennent les piliers de cette nouvelle filière. Le Burkina Faso fait désormais figure de modèle. Délégations venues du Mali, du Ghana, du Niger viennent étudier ce modèle burkinabé, espérant lancer chez elles un cercle vertueux similaire. Pour illustrer la portée régionale de cette transformation, prenons l'exemple du Niger voisin. Inspiré par l'expérience burkinabé, le Niger a lancé en 2023 son propre programme pilote de valorisation des résidus miniers. En un an, plus de 1600 emplois directs ont été créés et la ville d'Arlit, jadis sinistrée par l'extraction d'uranium, a vu naître ses premières coopératives d'or responsables, pilotées par d'anciens ouvriers reconvertis. Mais choisir la souveraineté n'est pas sans risque. S'émanciper des circuits mondiaux expose parfois à l'isolement ou à la défiance de puissances habituées à voir l'Afrique comme simple fournisseur de matières premières. Pourtant, c'est aussi le seul chemin pour sortir du piège de l'économie extravertie et reprendre la maîtrise de son destin collectif. Cette conquête ne se joue pas qu'au fond des mines. Elle s'écrit dans les lois, les laboratoires, les écoles, jusque dans l'imaginaire collectif. Car la victoire du Burkina Faso n'est pas seulement d'avoir trouvé de l'or, mais d'avoir appris à lui donner sens et valeur ici, sur sa propre terre. Pour comprendre la portée historique de cette démarche, rappelons-nous le cas du Chili dans les années 70. Lorsqu'il a nationalisé son cuivre, le pays a affronté sanctions, pressions et tentatives de déstabilisation. Mais, à long terme, cette décision a permis de financer une éducation gratuite et universelle, et de hisser le Chili parmi les premiers exportateurs mondiaux de produits à haute valeur ajoutée. Le Burkina Faso, à sa manière, marche sur les traces de ce précédent historique, mais avec ses propres outils, ses propres rêves. Mais ce nouveau modèle reste fragile. Des menaces pèsent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Jusqu'où le pays pourra-t-il tenir face aux intérêts contrariés ? Quand l'Afrique décide de garder sa richesse, l'ordre mondial vacille. Qui a le plus à perdre ?
Imaginez un instant, les lingots d'or africains ne traversent plus la Méditerranée, les avions cargo quittent la Suisse ou Dubaï les cales vides, et les marchés de l'Europe s'essoufflent, privés de ce métal vital. C'est une onde de choc. Les bourses paniquent. Les contrats s'effritent, l'équilibre établi se fissure, et la certitude que l'Afrique sera toujours l'arrière-cour du monde s'envole en fumée. Dans ce chaos, l'alliance des États du Sahel surgit comme une force neuve. Jadis isolés, ces pays tiennent désormais un discours commun. Ils déclarent « Fini d'exporter la pauvreté et d'importer la misère ». Désormais, l'or reste, se transforme, irrigue leur économie et redonne sens au mot souveraineté. Ce modèle circulaire, né au Burkina Faso, s'étend à toute vitesse. Des raffineries nationales émergent, des ateliers de transformation s'animent, des coopératives recyclent les déchets miniers. Chaque gramme de métal sauvé devient un espoir, chaque village renaît, chaque paysage blessé se régénère. Pour les sociétés, c'est un séisme social. Les salaires montent, les familles envoient leurs enfants à l'école, les jeunes apprennent de nouveaux métiers, de la géologie à la robotique minière. La fierté revient, produire, inventer, réparer la terre abîmée. La dignité n'est plus un rêve lointain, elle s'inscrit dans l'or local. Prenons l'exemple de la ville de Tenkodogo. En 2024, la création d'une mini-raffinerie coopérative a permis d'embaucher plus de 200 jeunes, qui auparavant tentèrent l'exil. Aujourd'hui, ils conçoivent des machines d'extraction à faible impact environnemental, brevetées localement et forment à leur tour des apprentis venus du Bénin et du Togo. L'Afrique n'exporte plus seulement des matières premières, elle envoie désormais des idées, des technologies, des solutions pour demain. Les ingénieurs burkinabés déposent dans des brevets, les chercheurs maliens inventent des procédés écologiques et les innovations sahéliennes s'exportent. Le flux de richesses s'inverse. Les capitales européennes viennent apprendre, investir, s'inspirer. Pour le monde, c'est un bouleversement. Le statu quo chancelle. Les puissances, jadis maîtresses du jeu, se retrouvent face à une Afrique qui trace enfin son propre chemin. Pour les Africains, c'est l'opportunité d'une génération. Briser la dépendance, imposer pour la première fois leurs propres lois du jeu. Mais cette révolution, aussi éclatante soit-elle, pose une question brûlante. Comment la transformer en leçons concrètes, à diffuser et à appliquer pour que chaque citoyen, chaque communauté, chaque continent puisse s'en saisir? Pour comprendre comment cette transformation est devenue possible, il faut plonger dans les coulisses, là où tout a commencé, dans les entrailles du Burkina Faso. C'est ici que le premier déclic a eu lieu. Si le Burkina Faso a pu faire de ses cicatrices une force, pourquoi pas vous, pourquoi pas d'autres terres? Ce n'est pas une simple question rhétorique. C'est une invitation pressante à l'action. Chaque peuple porte en lui des blessures qui pourraient, demain, devenir des atouts inattendus. Première leçon, l'éducation tournée vers la création locale. Plus de 4000 jeunes femmes et hommes ont été formés en ingénierie minière et en technologie adaptée aux réalités du pays. Des logiciels conçus dans les langues nationales ont ouvert la porte à une gestion autonome des ressources, pilotée par les communautés elles-mêmes et non plus par des experts étrangers. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de Fatoumata, une jeune ingénieure originaire de Bobo Dioulasso. À 25 ans, elle dirige une équipe de cartographie minière utilisant des drones assemblés localement. Grâce à elle, son village a pu identifier une zone d'extraction sans danger pour les nappes phréatiques, évitant ainsi la pollution de la source principale d'eau potable. Fatoumata forme à son tour des adolescentes à la programmation et à la maintenance de ces outils, ouvrant des carrières nouvelles dans des domaines autrefois réservés aux hommes et aux étrangers. Deuxième clé, l'inclusion de ceux qu'on ne voyait jamais. 60 000 mineurs artisanaux, hier invisibles, ont été intégrés dans des circuits de formels. Parmi eux, 40% sont des femmes, désormais actrices majeures du secteur minier. Le Burkina Faso a démontré que la richesse n'est pas qu'une question de machines ou de capitaux, mais une affaire de reconnaissance, d'organisation, de protection humaine. Prenons le cas d'un groupement féminin à Kaya, qui, grâce à un microcrédit octroyé par une fondation locale, a acheté une unité mobile de séparation de l'or sans mercure. Non seulement leur rendement a doublé, mais elles ont aussi investi les bénéfices dans la scolarisation de plus de 150 enfants issus de familles de mineurs, brisant ainsi le cycle de la pauvreté. Toute transformation profonde passe aussi par la guérison du passé. Là où la terre était meurtrie, elle est soignée. Là où les forêts étaient en sacrifiées, elles renaissent. Des milliers d'enfants, jadis condamnés à l'extraction, se retrouvent aujourd'hui sur les bancs et campements d'école, leur avenir entre leurs mains et non dans celle du hasard.
Citons le projet de reboisement de la région de Gaoua. Les anciens sites miniers, stériles et dangereux, ont été réhabilités par des associations locales. Plus de 200 000 arbres fruitiers ont été plantés, offrant à la fois un revenu complémentaire et une source d'alimentation pour 5 villages voisins. Les écoles participent à l'entretien des plantations, créant une synergie éducative unique entre l'environnement et l'économie locale. La souveraineté, ici, devient concrète. Investir dans son peuple, restaurer son environnement, choisir la destination de sa richesse. Refuser de n'être qu'un maillon faible d'une chaîne mondiale, c'est se donner le droit d'écrire à nouveau sa propre histoire. La valeur de cette révolution ne se compte pas seulement en dollars ou en tonnes de métal précieux. Elle se mesure dans la transformation intérieure, dans la fierté retrouvée, dans le regard neuf que chacun porte sur soi et sur sa communauté. Ce n'est plus seulement l'or du sol qui brille, mais l'or dans les yeux, la confiance retrouvée. Pour ceux qui choisissent de rester spectateurs, le danger est immense. Ne rien faire, c'est accepter de voir ses ressources et son récit s'éloigner encore, de subir l'innovation venue d'ailleurs. Agir, c'est reprendre la parole, s'emparer de ses moyens et réinventer durablement son destin. Reste à explorer une question essentielle. Qu'est-ce que la vraie richesse et jusqu'où pouvons-nous aller pour conquérir notre liberté ? À travers l'exemple du Burkina Faso, une nouvelle voie s'ouvre pour tous ceux qui cherchent à transformer l'adversité en pouvoir. Explorons ensemble comment ce modèle pourrait inspirer d'autres territoires à réinventer leur avenir. Quand des mains burkinabées soulèvent un lingot né des cendres, c'est tout un continent qui se découvre autrement. Ce lingot forgé sur la terre rouge du Faso n'est pas qu'un symbole. Il est la preuve vivante qu'un pays autrefois qualifié de pauvre peut, par son courage et son ingéniosité, transformer ses cicatrices en couronnes. Ce résultat n'a rien d'un miracle. Il s'agit du fruit d'un choix collectif, d'une révolution discrète mais inarrêtable. En rejetant les solutions toutes faites et en tournant le dos aux institutions étrangères, le Burkina Faso démontre qu'il est possible de créer de la richesse à partir de ce que d'autres nomment des déchets. Ici, la souveraineté ne relève plus du slogan, mais devient un acte quotidien, une réalité tangible, gravée dans l'or affiné sur place. Ce modèle n'est pas qu'une réussite locale. Il secoue les fondations du commerce mondial et dérange ceux qui pensaient de réserver à l'Afrique le rôle de fournisseur muet. Désormais, chaque gramme d'or transformé sur le sol burkinabé est une page arrachée au vieux livre de la domination. C'est une invitation à croire en l'impossible et à réécrire le destin du continent avec ses propres mots, ses propres mains. Pour nous qui observons cette histoire, le choix est simple mais immense. Partager ce récit, s'en inspirer, c'est refuser de voir s'enfuir la richesse, la dignité et le pouvoir d'agir. C'est accepter de participer, même de loin, à la prochaine page de l'histoire africaine, celle qui ne sera plus dictée de l'extérieur mais bâtie de l'intérieur, par la lucidité et l'audace. Chaque action compte. Un partage, une conversation, un engagement, c'est un pas de plus vers une Afrique qui n'attend plus qu'on lui accorde de la valeur, mais qui l'impose paisiblement, fièrement, face au monde. Refuser d'agir, c'est laisser le rêve s'évaporer. Oser s'impliquer, c'est permettre à la réalité de rejoindre l'imagination. Tout cela n'est pas un conte à murmurer avant de dormir, mais un appel à s'éveiller, à imaginer, chacun à son échelle, comment transformer les ruines d'hier en ressources de demain. La révolution burkinabé n'est pas achevée. Elle commence à peine et elle attend celles et ceux qui oseront la prolonger au-delà de ses frontières. À quoi ressemblerait un continent où chaque lingot, chaque ressource, chaque idée resterait entre les mains de ceux qui les ont fait naître ? La réponse ne s'écrit pas seule mais ensemble. Alors, soyez de ceux qui écrivent, soyez de ceux qui transforment, car l'histoire ne s'arrête pas au Burkina Faso. Elle attend votre courage, votre créativité, votre propre révolution.